C'est ainsi que dans la cour carrée du Louvre, je fis la connaissance de Jean Palardy. Cela m'apprit d'abord une chose, qu'il était canadien. Ensuite, qu'il préparait un important ouvrage sur les meubles anciens du Canada français. Je ne me doutais pas à ce moment-là que cette amitié me mènerait aussi loin. Aussi loin que Québec. Sur ce rocher abrupt est né le Canada. Comme toute naissance, elle se fit dans la douleur et dans le sang. Mon compagnon était un guide parfait qui, hors des contingences du réel, m'entraînait dans l'histoire. Vers le grand séminaire, hanté par le souvenir de François de Montmorency-Laval, évêque de Pétré, descendant du grand connétable. Vers le couvent des Ursulines et son grand escalier de bois, son couloir aux vieilles dalles qui emportait les pas de la tour Angèle Marie, Marie de l'Incarnation. Et le fleuve, le grand fleuve Saint-Laurent. C'est ici, sur ces rivages, que se sont établis les premiers colons. Au début, tout au début, ils construisaient leurs maisons en bois. Mais très rapidement, il a fallu bâtir en pierre pour mieux se protéger. À 2 lieues de Québec, existe encore une vieille maison du XVIIe siècle, venue tout droit de Normandie dans l'âme des bâtisseurs. Une maison aux murs épais, en belle maçonnerie. Une maison comme je les aime. Miraculeusement conservée, elle a toujours sa grande cheminée paysanne et à l'intérieur même de cette cheminée, la porte du four à pain dont la bosse est escaladée par l'escalier qui mène au grenier. Point de crémaillère, mais une potence. Beaucoup plus commode pour placer sur le feu les lourds chaudrons de cuivre. Je voyageais dans le temps. Je remontais les siècles. Mon ami, lui, meublait la maison. Des lits à colonnes, un berceau, des coffres, beaucoup de coffres. Une table rustique, des bancs, un pétrin, peut-être un buffet de corps. Et dans les murs épais, des espaces réservés pour faire des placards. Il évoquait tout un décor où le plus humble des objets avait sa place et sa fonction. De l'antique trépied à la boîte à sel, de la pelle à feu au soufflet de cuir, du banc à seau à la pelle à poussière. Dans ce décor, moi, je voyais la vie. Marguerite! Occupe-toi des petits! Et au centre de cette vie, la mer, sur qui tout repose. Viens t'occuper ton petit frère. Ben, viens. La grande fille qui va se marier, déjà mère avant que d'être femme. Le dernier né, les 2 plus jeunes. Les 2 plus grands et le père, luttant contre la forêt qui les enserre. La forêt ennemie parce qu'elle cache l'approche des sauvages qui peuvent vous surprendre à tout moment. Comme chez les Dillon, le mois dernier. La forêt ennemie parce qu'elle recouvre la terre qu'on leur a donnée. Et pour pouvoir la travailler, cette terre, il faut d'abord abattre et dessoucher. Tout ça avec ses seules mains et une hache. Sa mère, à elle, morte de misère et d'épuisement, repose maintenant en cette terre nouvelle à laquelle il faut bien s'agripper si l'on veut survivre. Déjà, le menuisier travaille aux meubles qu'on lui a commandés pour les épousailles.
Un buffet, 2 guichets, 2 tiroirs, tout simple. Ce sera le seul meuble neuf du ménage. Marguerite, lève le bébé, on va le faire boire. Artisans ou paysans, ils doivent tout faire, tout tirer de leurs mains. Toi, là, oh, oh. Ah, ouais, va. La flamme de vie canadienne était alors vacillante, souvent près de s'éteindre dans cette lutte sans merci contre la nature, le climat, les mauvais sauvages qui avaient nom d'Iroquois, et bien plus terrible que tout, le silence de la France. Pourtant, au mois de février 1663, le roi Louis, 14e du nom, avait écrit textuellement « Nous aurions appris avec regret que non seulement le nombre des habitants était fort petit, mais même qu'ils étaient tous les jours en danger d'être chassés par les Iroquois. » Passe le printemps, s'écoule l'été, arrive l'automne, et Sire le roi n'a plus rien dit. Il y avait bien les nobles, les officiers de guerre, le plus souvent perdus dans leurs querelles de préséance, leurs intrigues, leurs grands airs. Grevés de dettes, ils étaient venus ici pour se refaire une fortune et une réputation, à même le commerce des peaux ou les charges du roi. Oh, toi, là. Il y avait bien les marchands. Pour la plupart petits bourgeois avides et peu scrupuleux, ils n'hésitaient pas pour s'enrichir à troquer l'eau de vie contre les riches pelleteries offertes par les sauvages, toujours prêts à s'enivrer. Alors, il ne restait plus qu'eux. Forgerons qui façonnaient le fer pour en faire des pentures. Menuisiers qui façonnaient le bois pour en faire des meubles. Paysans qui façonnaient la terre pour en faire une patrie, en espérant que cette France nouvelle serait pour eux plus douce que l'ancienne. « 1663. « 1664.
Ce ne sont pas les généraux qui gagnent les batailles. Ce sont les combattants qui sont au premier rang. Il ne restait plus qu'eux. Il ne restait plus qu'eux, venus du Perche ou de Normandie, de Bretagne ou du Poitou, d'Angoumois, de Picardie, et même de Paris. Ils s'appelaient Gagnon, Rousseau, Hébert, Dubois, Godbout, Lajoie, Pelletier, Garceau, Gosselin, Boyer, Lafortune. Il ne restait plus qu'eux. La grande histoire a oublié leurs noms. Leurs tombes ont disparu. C'est Tante Isabelle. Bonjour, Marlène. Bonjour, ma fille. Bonjour la compagnie! Bonjour. Posez-le là. Pour moi? Pour toi, ma filleule. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Marie. Les enfants? Ils vont bien, ils vont bien. On se dépêche avant l'hiver. Les gelées approchent. Mon Dieu, Isabelle. C'était le coffre de notre mère. Dire qu'elle l'avait apporté de France. Je pourrais tout mettre. Merci, Marlène. Va donc créer quelque chose à boire. On a vu les sauvages hier à Pointe-Noire. Tais-toi. Tu sais, à Québec, on dit que c'est vrai cette fois-ci. Le roi va envoyer des soldats pour nous défendre. Et pendant ce temps-là,
le roi Louis XIV faisait bâtir Versailles. Sans mettre en doute la compétence de mon ami, une chose m'intriguait. Comment pouvait-il connaître les artisans de l'époque? Comment pouvait-il affirmer, par exemple, que, en 1651, existait un menuisier qu'il s'appelait Guillaume Jourdain et qu'il était venu de France? Toutes ces précisions m'étonnaient. Quelques jours plus tard, j'entrai dans le secret. En fouillant les archives des notaires, des communautés religieuses ou des particuliers, Jean Palardy retrouvait la trace des artisans disparus. Dans les minutes notariales, il voyait revivre l'histoire des premières familles canadiennes. Et à nouveau, j'entrai dans le passé. L'an 1670, le 28 mars après-midi, à la requête de Louis Rouher, seigneur de Villeray, tentant son oncle comme tuteur, à qui il appartiendra, a été par Romain Becquet, notaire royal en la Nouvelle-France, sous-signé, fait inventaire et description de tous les biens, meubles, titres et enseignements demeurés après le décès. 2 vieux réchauds, prisés 30 sols. Un vieux coffre servant de pétrin, prisé à 3 livres. 6 petites chaises de bois. 2 tableaux de vernis sur papier à cadre doré, l'un représentant le roi et l'autre la reine, prisés ensemble 9 livres. Un autre tableau de la même manière, représentant Monseigneur Colbert. Tout le décor, toute la vie d'une famille était là, contenue dans ces vieux papiers. Saint-Roch-des-Aulnay, 20 octobre 1785. Louise, signé Louise, chère cousine. J'ai encore devant moi ta jolie lettre du 12 octobre me souhaitant les plus belles choses du monde pour le jour de mes 18 ans. C'est merveilleux. Elle avait 18 ans. Je suis sûr qu'elle était jolie. Je t'en remercie de tout cœur. Mais pardonne-moi de rompre le charme. Notre famille vient d'être durement éprouvée. Mon cher oncle Amédée a rendu sa grande âme à Dieu. Juge de mon affliction, lui qui me tenait lieu de père. Je suis orpheline pour la seconde fois. C'est terrible. Je n'arrive pas encore à surmonter ma peine. Et Mélie, la pauvre Mélie, si tu la voyais, elle n'a pas cessé de pleurer. Mélie, Mélie, regarde-moi, Mélie. Je ne peux pas te voir pleurer de même. Tu sais pas ce que ça me fait, Mélie.
Essaie de prendre sur toi un peu. Je suis pas capable, mademoiselle Louise. Ça sert à rien, j'arrive pas. J'arrive pas. Et puis je me dis, maintenant qu'il est parti dans l'autre monde, votre tante Adèle va venir ici faire sa grosse dame. Et l'oncle Josué? Oh, vous savez comment il est. C'est pas lui qui pourra l'en empêcher. Alors je partirai avec toi. Ma pauvre Louise, à mon âge, il n'y a plus personne qui voudra me voir. Et puis je pourrai jamais m'habituer ailleurs. Je pourrai jamais. Qui m'a servi de mère puisque je n'ai pas eu le bonheur de connaître la mienne. Le lendemain même de la mort de mon cher oncle, la tante Adèle s'en est venue tout d'une traite de Québec à Saint-Roch-des-Aunais, et tout de suite elle prit la direction de la maison. Je t'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai senti tout à coup l'immense vide créé subitement dans ma vie. Les pensées les plus sombres étaient mon quotidien. Oh, Mélie. J'étais sans force devant le Pauvre Amédée. Moi qui l'aimais tant. Quel malheur. Oh, mais vous pouvez le dire, madame Adèle. Oh, ma chère nièce, quelle épreuve! À dire vrai, je pensais jamais que le bon Dieu était un sauvage pour nous traiter de même. Oh, Mélie, je vous en prie, ménagez vos expressions. Le bon Dieu sait toujours ce qu'il fait. N'est plus guère de service, cette vieille Mélie. Elle leur adopte, ma parole. Mais rassure-toi, ma Louisette. Je suis là maintenant. Oh, mais comme tu as grandi. Ma parole, tu es devenue une belle et grande jeune fille. Oh, oh, mon Amédée, partir si vite. Est-ce qu'il s'est rendu compte? Oh, bonne cette âme. Personne ne se doutait. Es-tu au courant de ses dernières dispositions? Où est-ce qu'il a fait un testament? Je sais pas. Oh, mon pauvre frère. Mon cher Amédée. Oh, je voudrais le voir. La perte de notre cher est encore rendue plus cruelle par les obligations que l'on a au moment de sa disparition. Et tante Adèle ne me laissait aucun répit. Sa présence m'était insupportable. J'avais les nerfs à vif. Après le chapelet de 2 heures du matin, la maison s'est vidée. Enfin, j'ai pu pleurer tout à mon goût. Le lendemain, c'était autre chose. Le notaire est venu pour faire l'inventaire. Tu aurais dû voir Mélie. Cela lui paraissait un sacrilège. Vieille pichet d'étain, 3 livres. Une table usée, pied galbé, bois de pain, estimé à 16 livres. Ah, une chaise, os de mouton, dossier à balustre, 12 livres, 6 sous. Dans une autre chambre. Une empoignure en bois de pain, avec dessus vitré contenant de la vaisselle, le tout brisé, 59 livres. Un miroir de Venise, doré à la feuille, 12 livres. Un buffet en bois de pin, avec 2 guichets, 2 tiroirs, avec ses ferrures, brisé à 49 livres. Ce buffet venait de la mère de madame. Un fauteuil à la capucine, en bois de merisier, paillé, 20 livres. Un fauteuil garni avec pied de biche en bois de merisier, 22 livres. Une armoire, une moyenne armoire de bois de pin, 2 guichets, ornés de rinceaux, ferrures comprises, 60 livres. Un coffre de bois de pin, 16 panneaux dont 8 ornés de losanges, contenant 4 couvertes de Catalogne. 3 ou 4 couvertes de Catalogne, le tout estimé à 30 livres. Une vieille huche, sans couvercle. Un méchant,
Un méchant fauteuil, quelques chaises boiteuses, le tout sans grande valeur, Ici, estimé 5 livres. c'est rien que des vieilleries. Mais tout le reste... Un méchant buffet à 2 guichets, 2 tiroirs, dont un tiroir manquant, le tout sans grande valeur, Et la pauvre estimé 5 livres. dans sa peine, essayait buffet. à son tour de me consoler. Ça lui venait de son Cependant, nous arrière-grand-mère. devions nous occuper de tout, sans compter le voisinage et la parenté qu'il fallait recevoir, entretenir. Il y a eu quantité de choses à régler, et notamment des dépenses engagées par mon cher oncle à Québec pour des meubles nouveaux styles comme ils se font maintenant en Angleterre. La tante Adèle voulait elle-même régler cette question, Je sais. à son profit. Qu'est-ce que c'est que ce bois? Rosewood. Bois de rose. Mahogany. Ah, mahogany. Il faut que je règle d'abord la succession. Est-ce que vous pouvez attendre quelques jours avant Pourquoi qu'il de livre? son intervention? Toujours empêtré comme à l'ordinaire, mon oncle Josué arriva tout juste pour l'enterrement. Il faisait un froid terrible. Mon cœur était aussi triste et glacé que le glas qui n'en finissait pas de résonner. Ce jour même, à ma grande surprise et à la déception de tante Adèle, eut lieu la lecture des dernières volontés de mon pauvre oncle. Il avait laissé un testament. C'était lugubre. Le notaire, avec son charabia légal, ajoutait au spectacle. Mon oncle Josué était tout ému malgré son air bonasse de pauvre habitant qui a toujours tiré le diable par la queue. La tante Adèle, engoncée dans son corset, poussait des soupirs et jouait du mouchoir. Mélie, les yeux rougis de chagrin, méconnaissable dans ses beaux atours, ne savait que faire de ses mains. Et moi, toute perdue dans cette réunion d'adultes qui serait aujourd'hui bien en peine à pour l'exécution t'expliquer de mes tout le dernières contraire volontés. et ne t'explique pas le précis de cette À mon frère Josué, que la chance n'a guère favorisé, je lègue mes 4 grandes terres de Saint-Jean-Port-Joli, à charge par lui de payer sans et rentes. À ma nièce Louise, je lègue mes 5 maisons de rapport, 6 rue des Ursulines à Québec, en remerciement des joies qu'elle m'a données et de la grande affection qu'elle m'a toujours témoignée. À charge par elle d'assurer une vie aisée, ainsi que aide et protection à ma servante Mélie, et ce, jusqu'à la fin de ses jours, que je souhaite la plus lointaine possible. À ma bonne et fidèle Mélie, demoiselle Amélie Robert, je lègue ma maison de Saint-Roch-des-Aunais, avec tout ce qu'elle contiendra le jour de ma mort, à charge par elle de garder sous sa protection maternelle ma nièce Louise, jusqu'au jour où elle se mariera. Je n'oublie pas ma sœur, pour la remercier de l'affection qu'elle m'a prodiguée avec tant de sincérité et de parcimonie. Je lègue à ma sœur Adèle, dame Olivier de Saint-Amour, le miroir de Venise du salon, pour qu'elle puisse bien voir la tête qu'elle fera lorsqu'elle apprendra que je ne lui lègue rien d'autre.
Mon séjour se terminait. Avant de regagner la France, j'avais voulu revoir une dernière fois le château de Ramsay. Cette ancienne demeure du XVIIIe siècle est encore toute pleine du charme de la vie d'autrefois. Objet de tous les jours fait pour des mains robustes. Meubles décorés simplement mais bâtis pour l'éternité. Et qui pour tout baptême ont eu à leur naissance les caresses calleuses des mains qui les ont créés. Cela n'excluait pas le côté pratique, comme cette table-fauteuil où, sans vergogne, j'ai posé mon séant. J'étais émerveillé par l'ingéniosité des anciens Canadiens. Pour cuire à la broche, c'était le chien de la maison qui, par l'entremise d'un tambour, faisait fonction de tourne-broche. Oui, mon beau Noiro. J'arrive. T'es sûr qu'ils sont assez cuits, là? Jean Palardy m'avait abandonné. Il terminait son livre dont la sortie prochaine était annoncée. Et je pensais à tout ce que j'avais appris au cours de ce voyage sur les meubles anciens du Canada français. D'abord, jamais de clous, seulement des chevilles. Jamais de colle non plus. Les assemblages étaient faits à Tenon et Mortaise, ou bien en queue d'aronde, une seule au XVIIe siècle, et non plusieurs comme on le fit beaucoup plus tard. J'avais appris à sentir sur le bois la trace des outils, à reconnaître le piétement tourné d'une table Louis XIII, ou le fauteuil os de mouton de la même époque. La décoration de losange, plus ancienne que les pointes de diamant. Le style Louis XV, ou plutôt son influence en terre de Canada. Et l'influence anglaise. Chippendale, Queen Anne. Mais ce qui me touchait par-dessus tout, c'était le style naïf des anciens artisans de la Nouvelle-France, où chacun d'eux avait mis un peu de son cœur. Et je les revoyais tous, rescapés de la vie, survivants héroïques, blessés, meurtris, éclopés, borgnes, bancals, estropiés, tous infirmes, couverts de cicatrices, ridés, usés par le travail. Survivants de notre âge, ils ont tout subi. L'amour et l'abandon, l'eau et le feu, la joie des enfants, les malheurs de famille, et pour les plus anciens, l'attaque des Indiens au temps de l'épopée. Créés pour le labeur et non pour la parade, humbles serviteurs de la vie quotidienne d'alors, je les voyais dans toute leur gloire. Devenus maintenant objets de valeur inestimable, ils étaient là, présents, dans les crins de leur musée. Et leur présence me remplissait de mélancolie. Ils sont toujours pour moi la preuve éclatante qu'un style canadien, rejeton de celui de l'ancienne France, s'était développé sur les rives du Saint-Laurent. Berceau des pionniers de la Nouvelle-France, les provinces françaises recèlent encore des meubles traditionnels qui poursuivent leur vie. Œuvres d'artisans qui aimaient le travail bien fait, conservés dans leurs fonctions, ils sont la preuve vivante de la souche française qui a donné la vie au rameau canadien. Souvent fois meurtrie, la France a conservé quand même des signes du passé. Mobilier de chaumière ou de château, palais de pierre ou maisons de bois, tout porte la marque du savoir des anciens artisans, tout révèle leur joie de créer.
Ce sont ceux-là, ou leurs frères, qui un jour ont décidé de tenter la grande aventure. Ramassant leurs outils et leurs poivrardes, ces hommes frustes et simples emportaient dans leur cœur les traditions folkloriques des provinces de France. Pionniers d'un nouveau monde, ils sont partis de Honfleur, de Dieppe, de Saint-Malo, de La Rochelle, pour aller s'établir en Nouvelle-France. Le premier d'entre eux s'appelait Jean Hanin. C'était un maître menuisier. Il s'embarqua sur ce rivage en 1606. Et après lui, bien d'autres ont suivi. Jean Levasseur, dit Lavigne, maître menuisier. Nicolas Godet, menuisier. Louis Lemercier, serrurier. Raymond Paget, dit Carcy, menuisier. Pierre Mainville, menuisier. Martin Massé, maître serrurier. Jean Lemelin, menuisier. Denis Jourdain, dit Labrosse, maître menuisier. Michel Leblond,